Bonjour et bienvenue aux abonnés absents. Nous sommes aujourd'hui avec Lucie. Bonjour. Nous sommes avec Valentin. Bien le bonjour. Et nous sommes avec Bilou. Oui. Salut. Salut. Alors, dans ce nouvel épisode des abonnés absents, nous aurons d'abord une chronique de Lucie. Sur quoi la chronique, Lucie ? Alors, quand vêtir le monde est devenu une industrie désastreuse ? Donc, du textile, du tissu. Un peu d'histoire. Et de l'histoire, très bien. Nous enchaînerons avec un quiz musical de Valentin, spécial John Williams. Exactement. On continuera avec une chronique, un nouveau prince du pitch. Je vous ai préparé un nouveau prince du pitch sur Black Mirror. Je vais vous proposer le scénario du dernier épisode de Black Mirror, les amis. Ah ouais. Et nous terminerons avec une chronique de Bilou sur Community. Bilou nous confirme sa chronique sur Community. Je vous confirme que ma chronique portera sur ce sujet que tu viens d'annoncer. Ça, tu pourras réutiliser cette phrase à chaque fois, en fait. Parce que j'ai pas dit de quoi j'avais parlé, mais je confirme. Exactement. On va se faire une soundboard avec que des phrases random de Bilou. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, il est temps d'avouer que Bilou n'est plus là depuis 5 ans et que c'est en fait... Je suis une intelligence artificielle. C'est un bot branché automatiquement sur Netflix et qui improvise des... et qui improvise des chroniques. C'est pas gentil. Sur les tendances actuelles. Et c'est pour ça que ça marche moyennement, les tendances Netflix. Hein. Get Out, film de Jordan Peele, est actuellement 2e en tendance sur Netflix. Moi, je rigole pas. On oublie à quel point Bilou est sensible et susceptible. Exactement. Parfois. Je suis susceptible. Yes. Nous enchaînons avec la chronique de Lucie. Alors, ma chronique, en fait, j'ai eu l'idée d'aborder un sujet qui me tient à cœur et qui a été considéré pendant longtemps, et encore aujourd'hui, malheureusement, comme un sujet assez frivole, c'est-à-dire le sujet de l'habillement, alors qu'en fait, on s'habille tous, à part les naturistes, et encore, c'est dans des endroits un peu spécifiques. Qui s'habille parfois, les naturistes. Qui s'habillent quand même Ils sont parfois. obligés. Voilà. Donc moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Alors bon, je vais faire le tableau très très rapidement. Ma maman a appris à coudre en fait avec les derniers cours qu'il y a eu en école sur l'économie ménagère, si vous voyez ce que ça veut dire. Ah, ma maman aussi. Voilà. Trop pareil. Exactement. Une autre époque. Hein. Et, oui, une autre époque. Et du coup, elle a toujours cousu. Quand j'étais petite, j'avais des vêtements maison, etc. Et du coup, je me suis mis à faire mes propres vêtements et à réfléchir à tout ça. Et je me suis un petit peu penchée sur la question. Et j'en ai tiré pas mal d'informations et je me dis que c'est peut être une bonne idée d'en parler parce que finalement, c'est un objet de la vie courante sur laquelle on a tous la possibilité d'agir et que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait dans ce domaine alors que... il y aurait beaucoup de changements qui pourraient être apportés au monde, de façon générale. Voilà. De meilleurs textiles pour un monde meilleur. C'est ça. Votez Lucie. Exactement. Alors déjà, petite question. À votre avis, de quand date à peu près le prêt-à-porter, c'est-à-dire le fait d'acheter des vêtements qui sont réalisés en série avec des tailles type dans les magasins ? Je dirais les années 50-60. Ouais, je dirais pareil après-guerre. Ouais, exactement. En fait, le prêt-à-porter, ça a justement été développé suite aux 2 premiers conflits mondiaux, puisqu'il a fallu faire en fait des uniformes assez typés pour les armées, et donc créer un système déjà de taille standardisé, et puis du coup pouvoir produire assez rapidement pour pouvoir équiper les soldats. Effectivement, après la guerre, c'est devenu un système qui s'est développé pour l'habillement civil aussi. Et puis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la fast fashion ? Pas du tout. Non, mais ça a l'air de parler de soi. Alors la fast fashion, en fait, c'est ce qui est apparu depuis les années 2000, parce qu'en fait, on considère qu'on n'est même plus vraiment dans l'ère du prêt-à-porter, mais plutôt de la fast fashion. La fast fashion, ça, comme le nom l'indique, c'est un peu l'équivalent du fast-food, mais pour les vêtements. En fait, c'est tout simplement le fait d'avoir, depuis les années 2000, une production de textiles, et plus particulièrement de vêtements, qui est astronomique, qui est énorme, en très très grande quantité.
Et donc ça s'illustre à travers ces grandes chaînes que vous connaissez tous, Zara, H&M, Mango, Primark, etc., qui sont un peu présents partout dans le monde, hein, qui sont, au fur et à mesure, on les a vus s'installer en France, et qui du coup vous permettent d'acheter des vêtements à relativement bas prix, et surtout je vous dis, dans des quantités assez astronomiques, hein, puisque auparavant, avec le prêt-à-porter, on avait grosso modo 4 collections par an qui correspondaient donc aux 4 saisons, hein, normal, sauf qu'avec la fast fashion, on est passé à peu près une collection par semaine, grosso modo. Alors ça dépend des chaînes de magasins, hein, mais globalement on en est à une collection par semaine, c'est-à-dire que si vous allez par exemple potentiellement dans un H&M, vous avez des nouveaux vêtements différents toutes les semaines. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, ma meuf, elle bossait à Morgan. Ouais. C'est un magasin de vêtements que je connaissais pas, mais elle bossait là-bas. Et effectivement, il devait changer toutes les semaines de collection. De collection, voilà. Ouais, donc, exactement. toutes les semaines, ça tournait, quoi. Exactement. C'est le principe en fait qui a été mis en place par la fast fashion, c'est-à-dire que le renouvellement permanent pour que les consommateurs aient toujours quelque chose de nouveau sous les yeux et que du coup ils puissent, pour les pousser à la consommation. Donc voilà, ça c'est un phénomène qui s'est développé surtout à partir des années 2000. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, c'est un désastre écologique et social. C'est vraiment... alors, selon les études, ça dépend un petit peu des rangs, parce que ça compare pas forcément tous les mêmes aspects, que ça soit occupation des sols, production de CO2, etc. Mais grosso modo, c'est la deuxième industrie la plus polluante, juste après les hydrocarbures. Et ce qui est assez génial avec cette industrie textile, surtout de la fast fashion, c'est que c'est polluant absolument sur toutes les étapes, c'est-à-dire au moment de la fabrication, au moment de la vente, au moment de la récupération des textiles, ça pollue à tous les niveaux. Voilà, donc c'est assez catastrophique. Et notamment, ce qui pose surtout problème au niveau de la pollution et des déchets, c'est que les vêtements, eh bien, ils ne sont quasiment pas recyclés. On estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1% des vêtements qui sont réellement recyclés. Et comme on a augmenté considérablement nos proportions à acheter du textile, ça fait des tonnes et des tonnes et des millions de tonnes de textile. Alors c'est pareil, on a plein de chiffres qui circulent sur Internet, mais grosso modo, sur les 4 millions de tonnes de textiles achetés par les Européens par an, alors déjà imaginez 4 millions de tonnes de textiles par an achetés, c'est juste hallucinant. Voilà, il y a la grande majorité qui finit en fait en décharge publique. Tout simplement. Et qu'est-ce qui a engrangé ce phénomène ? C'est donc, je vous dis, le fait de renouveler sans cesse les collections, de pousser les gens à la consommation. C'est le fait aussi d'avoir des vêtements de très très mauvaise qualité. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un petit peu... Alors, est-ce que Valentin ou Bilal, vous achetez des fois des vêtements en friperie ou ce genre de choses ? Ouais, ça m'est déjà arrivé d'aller en friperie. Eh bien, moi justement, j'allais en parler sûrement après la chronique. C'est que j'ai un truc qui s'appelle la Remixerie à côté de Toulouse, à Colomiers. Donc pour nos amis toulousains, n'hésitez pas à y aller. C'est une association qui récupère tous les objets cassés ou abîmés, qui les répare et qui les revend. Ouais. Généralement, du coup, à très bas coût. Et généralement, maintenant, je fais ma garde-robe là-bas. Et ben moi, pour répondre à ta question, depuis que j'ai déménagé il y a 2 mois, je vis à côté d'une friperie. Ok. Donc bon, donc j'y suis allé une fois, mais là, à cause des circonstances, j'ai pas pu y retourner, mais j'y retournerai évidemment. Ok. Alors si vous avez eu l'occasion un peu d'aller là-dedans, quand on fouille, alors évidemment quand on trouve des vêtements qui sont dans les magasins classiques mais qui sont simplement de seconde main, on s'en rend pas compte, mais quand on tombe sur des vêtements un peu plus anciens, et quand je dis un peu plus anciens, on peut simplement remonter ne serait-ce que dans les années 80, 70, donc avant la fast fashion, on se rend compte qu'en fait c'est des vêtements qui sont de bien meilleure qualité, les tissus sont plus solides, les coutures sont mieux faites, etc. C'est tout simplement parce que la fast fashion, ça engendrer une grosse baisse de qualité des vêtements. C'est logique, hein. Si on veut que les vêtements ils soient faits le plus vite possible pour pouvoir remplir une fois par semaine de vêtements différents les magasins, mais il faut qu'ils soient extrêmement simplifiés pour être faits le plus rapidement possible. Voilà. Et aussi, accessoirement, si on les fait les plus destructibles, entre guillemets, les plus jetables, bah forcément, ça va pousser les gens à les acheter, puisque très rapidement, ils vont pouvoir se déchirer, s'abîmer, etc., outre le fait qu'ils vont être passés de mode.
Donc on va extrêmement simplifier les patrons, on va utiliser des tissus de très mauvaise qualité, et c'est ce qui fait aussi que, en friperie, si on fripe entre guillemets des vêtements de seconde main, mais qui datent déjà de l'époque de la fast fashion, finalement, on se retrouve avec des choses qui vont être assez usées assez rapidement. Voilà. Et le fait d'avoir des vêtements comme ça qui sont de très très mauvaise qualité, c'est quelque chose qu'on réalise pas forcément de premier abord. Est-ce que par exemple vous avez déjà remarqué justement des différences entre les vêtements que vous pouvez acheter aujourd'hui en magasin et ceux que vous aviez quand vous étiez petit par exemple? Non, parce qu'en fait, moi, les vêtements, je les achète une fois par an et je suis vraiment en mode je m'en fous de ce que je prends, quoi. Et du coup, c'est quoi ton critère principal quand t'achètes? Que ça m'aille au niveau de la C'est taille une base. et que ça coûte pas cher, effectivement. Oui, je pense que c'est pas forcément la bonne façon de fonctionner si tu veux pas participer à cette économie de fast fashion. Exactement. De prendre le prix en compte, mais bon. C'est pareil, moi, tu vois, genre mes parents, ils avaient pas beaucoup de sous, et donc du coup, généralement, l'achat de vêtements, c'était pendant les soldes, et dans les magasins comme Gémeaux, donc ils font ce genre de choses. Donc, non, j'ai pas vraiment de... Après, tu vois, moi, je mets encore des trucs que je mettais au lycée il y a 12 ans, quoi. Tellement je change pas de vêtements, en fait. Mais de toute façon, je pense que ça a été le réflexe de tout le monde, et c'est normal. C'est-à-dire que c'est là où ils ont été très malins, c'est que ça a commencé avec le prêt-à-porter, et bien sûr, ça s'est aggravé ensuite, mais ça rend effectivement les vêtements un produit relativement accessible. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, pendant très longtemps, le vêtement, c'est quelque chose qui coûte assez cher, et c'est normal en fait, puisque la production de tissu, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande beaucoup d'eau, qui demande beaucoup de processus, que ça soit fait à partir de laine ou à partir de fibres végétales, il faut énormément le travailler, donc rien que le tissu en lui-même, ça coûte très cher, et après, il y a toute l'étape de confection. Donc, ordinairement, un vêtement, c'est cher. Simplement, le fait d'avoir réduit la qualité, d'avoir simplifié les choses font qu'on peut le vendre moins cher. Et du coup, forcément, les gens se disent c'est plus accessible et c'est normal de regarder au prix. Sauf qu'en fait, ça vous prend au piège justement de ce genre de choses. C'est-à-dire que du coup, les vêtements ayant baissé de prix, quand il y a un souci avec, on se dit tiens, il me plaît plus trop ou qu'il y a simplement un trou dedans, etc., au lieu de le faire réparer, au lieu de se dire je vais le modifier, etc., on se dit j'ai moins de problèmes à le jeter puisque justement il ne m'a pas coûté trop cher. Donc c'est aussi un piège. Et tu parlais du fait que dans ton critère il fallait que ça te convienne au niveau de la taille et que de façon générale tu te sentes bien dans le vêtement. Ça aussi c'est le gros piège de la fast fashion, c'est-à-dire que non seulement on a des tailles standardisées, alors ça peut être un gros piège, les tailles standardisées, puisque du coup on estime, on met des fourchettes en fait de mensuration par rapport aux personnes, alors qu'on a un corps assez différent. Alors la fast fashion, on va encore plus loin, puisqu'en général les vêtements sont conçus avec des coupes qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'on va avoir grosso modo 2 pans de vêtements, l'arrière du vêtement, le devant du vêtement et les manches, point barre, ce qui fait qu'on a des choses qui en fait ne sont pas du tout structurées, et ça participe énormément, je dirais même, à notre mauvaise image corporelle. Parce que du coup, on se dit « Ah mon Dieu, mais j'ai l'air trop gros, trop grand, trop ceci, pas assez musclé, etc. dans ce vêtement. » Et c'est normal, parce qu'en gros, ce vêtement est un sac. Et donc, c'est un petit peu normal qu'on se sente pas bien dedans. Mais ça a tout leur intérêt quand vous vous sentez pas bien dans vos vêtements. Parce que si vous vous sentez pas bien dedans, vous avez le laisser tomber, puis racheter autre chose en vous disant « Peut-être que cette chose-là m'ira mieux. » Et c'est pas pour rien non plus que on a des top modèles qui sont extrêmement... mince sur les podiums de couture, c'est pas simplement pour le diktat de la minceur, etc., et qu'il y a beaucoup de mal à faire rentrer des formats un peu différents dans les défilés, c'est tout simplement parce qu'un vêtement qui n'a pas de forme, ça se voit moins sur quelqu'un qui est très maigre. Il y a aussi beaucoup de problèmes de fast fashion par rapport à notre image corporelle, parce que du coup, les vêtements sont tellement mal foutus qu'on a toujours l'impression d'être moche dedans, mais c'est tout simplement parce que c'est pas adapté à notre corps. Il faut savoir que à l'époque où, alors soit les vêtements étaient faits à la maison, bien évidemment, chacun pouvait les concevoir, où il y avait des couturiers, couturières, les tailleurs, etc. On prend les mesures de beaucoup d'endroits de votre corps. On résume pas du tout ça à une taille 38 ou une taille S. On va demander la mesure pour votre taille, vos hanches, votre poitrine, même dans les
vêtements vraiment très très bien conçus. On allait jusqu'à mesurer la taille de votre avant-bras, la distance entre le bas de vos côtes et le début de votre bassin pour que ça tombe vraiment bien, etc. Donc il y a aussi beaucoup d'éléments qui ont disparu et qui participaient aussi d'avoir des vêtements qui vous vont bien. Et aussi des vêtements qui finalement étaient plus faciles à modifier, puisque du coup, comme les vêtements coûtaient très cher, et on n'avait pas du tout dans l'idée, une fois qu'ils étaient abîmés ou qu'ils étaient hors mode, de les jeter, mais au contraire, on allait les modifier. Comme les vêtements étaient plutôt bien conçus avec des tissus solides et des coutures solides, on peut les défaire, et alors élargir c'est toujours un peu compliqué, même si on peut rajouter du tissu, mais on peut reprendre, on peut faire des pinces, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'on avait des vêtements qui passaient de génération en génération, ou même de classe sociale en classe sociale. Hein, par exemple, une dame de l'aristocratie qui ne veut plus d'une robe, elle va être récupérée, on va enlever les dentelles, les choses précieuses, etc. Et puis ça va être donné à sa domestique, et ça suivait un cycle comme ça. Donc voilà, ce qui n'est plus possible avec les vêtements actuels, puisque de toute façon, essayer de découdre un t-shirt que vous avez acheté chez Zara ou peu importe, la couture, une fois que vous avez enlevé la couture, c'est le tissu qui part avec, donc c'est plus du tout possible de les modifier. Alors c'est tout un aspect, en fait, toute une conception du vêtement qu'on a énormément perdu, et je vous invite très fortement à vous intéresser à tout le travail qui est fait par des couturières historiques et des historiens du vêtement sur YouTube, alors que ce soit des universitaires ou pas. Moi, c'est des vidéos que je trouve très très intéressantes. Je vais vous citer deux filles qui font ça sur YouTube. Alors, c'est des chaînes anglophones, hein, parce que pour l'instant, c'est un phénomène essentiellement anglophone. Il y a Karolina Zebrowska, ça sera mis en lien, parce que c'est pas leur nom. Oh, vas-y, alors K-A... merde, j'arrive pas à trop lire en fait, j'aurais pas dû me lancer. Karolina et Zebrowska c'est Zebrowska, qui est polonaise, mais donc ses vidéos sont en anglais, qui recrée des costumes historiques, mais surtout qui parle beaucoup justement des évolutions des modes et des images qu'on peut avoir sur les vêtements anciens et comment ils étaient perçus, et les marques sociales, etc. Et il y a aussi Bernadette Banner, qui est elle américaine, et qui aussi donc fait des recherches sur les vêtements, etc. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point les vêtements, ne serait-ce qu'au début du XXe siècle, étaient conçus d'une façon beaucoup plus complexe, mais justement pour être beaucoup plus durables, avec des coutures qui seront renforcées à plein d'endroits. Voilà, vraiment, c'est super intéressant. Moi, ce qui me paraît une hérésie, hein, c'est que depuis 2 ans, par exemple, si on traîne dans les magasins, on se rend compte que c'est devenu la mode de vendre des vêtements qui n'ont pas d'ourlet. Et en fait, ça fait 2-3 ans qu'il y a des magasins, les magasins vendent, parce que c'est devenu la mode, des t-shirts où juste le tissu est coupé, il n'y a pas d'ourlet, en fait. D'accord. Et même pareil pour les pantalons, parce que c'est la mode. Et pour moi, c'est une hérésie totale, parce que si on fait des ourlets sur les vêtements, bah, c'est pas pour rien, c'est justement pour pas que le tissu s'effrite, s'effiloche, parte en charpie, etc. Mais on a réussi à vous faire passer ça comme un phénomène de mode, de vous vendre un truc qui est voué à la déchéance. C'est un peu comme si on allait en magasin et qu'on vous vendait en tant que produit neuf un écran avec une grosse lézarde dedans, par exemple. Mais c'est la mode d'acheter des écrans de télé avec une lézarde dedans. Enfin voilà, c'est tout aussi stupide. C'est vachement tendance, effectivement, voilà, dans ton salon, d'avoir tous les gens, tous les acteurs avec la tête à moitié arrachée sur l'écran, oui. Exactement. Et on est dans des aberrations, de ce style. Alors pourquoi j'ai vraiment envie d'alerter tout le monde sur ce phénomène? Je vous ai parlé du désastre écologique, c'est aussi un désastre social, hein, puisque bien évidemment pour tirer les coûts comme ça vers le bas, outre le fait que les tissus sont très de mauvaise qualité, c'est le travail de personnes qui sont extrêmement peu payées. Alors la grande majorité du prêt-à-porter actuellement, alors avant c'était dans les pays du Maghreb, essentiellement depuis la fast fashion, c'est beaucoup sur les pays du type Bangladesh et Inde. Un petit peu encore en Afrique, mais essentiellement en Inde et au Bangladesh, dans des conditions absolument effroyables. Est-ce que vous vous rappelez de la catastrophe qui a eu lieu du Rana Plaza? Oui. Voilà, en 2013. Oui, tout à fait. Voilà, donc le Rana Plaza, donc c'était un bâtiment dans lequel il y avait un bâtiment de confection, donc pour des gens qui faisaient des vêtements pour des tas de gros groupes qui ensuite étaient vendus pour des grosses marques comme Mango et Primark.
Et du coup, le bâtiment était dans un état catastrophique et il a fini par s'effondrer, ce qui a quand même causé 1135 morts au tout dernier bilan. Et ça n'a été qu'une des nombreuses catastrophes qui ont été provoquées justement dans ces bâtiments complètement insalubres, où il fait une chaleur pas possible, où on travaille dans des conditions absolument exécrables pour à peu près 2 € par jour. Alors quand je dis on, c'est essentiellement des femmes d'ailleurs. Et des enfants aussi parfois. Oui. Et du coup, effectivement, quand on achète son petit t-shirt à 5 €, il faut savoir qu'il y a ça derrière. Tu voulais dire un truc, Bilou ? Oui, je voulais dire que les grands groupes à l'époque, ils s'étaient tous dédouanés en disant que ils n'étaient pas en relation directe avec les usines, mais que c'était des comment on dit ? Des sous-traitants. Des sous-traitants, voilà. C'est de la même manière que Microsoft se dédouane quand on leur dit que c'est des enfants qui vont dans les mines pour chercher ce qu'ils mettent dans les téléphones, tu vois. Ouais. Ils disent c'est pas de notre faute, c'est des sous-traitants, on n'a pas le regard dessus, quoi. Je vais même dire pire, je suis tombée sur des extraits du reportage qui s'appelle The True Cost, ouais. Qui était un documentaire sur justement la fast fashion et ses résultats. Alors je l'ai pas vu en entier, j'ai vu des extraits qui a été mis sur Netflix à une époque, mais je crois qu'il n'y est plus. Et où on voyait des économistes qui disaient clairement oui, il y a des conditions horribles de fabrication des vêtements, oui, les gens sont pas bien payés, oui, les conditions dans lesquelles ils sont employés, c'est horrible, mais en même temps, dans les pays dans lesquels ils sont, c'est toujours une meilleure solution que d'autres. Donc, grosso modo, ils validaient le système en expliquant que au moins ces gens avaient un travail. Putain. Ouais. C'est les mêmes arguments que pour le colonialisme, ça. Exactement, voilà. Et c'est ce genre d'argument, je l'ai déjà entendu chez des gens qui me disent oui, je sais que mes trucs sont fabriqués par des petits-enfants, sont fabriqués en Chine dans des conditions déplorables, mais en même temps, il faut bien commencer par ça, puis un jour, ils auront une hausse de salaire. Lol. Puis ils seront cadres chez McDo, voilà, tu vois. Bien sûr. Truc de base, quoi. Alors, ce qui, d'une part, était évidemment de la très grande hypocrisie et qui, en plus, ne repose sur rien, puisqu'en fait, en réalité, ces économies qui cassent les coûts et qui profitent des bas salaires, en fait, détruisent les économies locales qui essayent de se mettre en place. Comment voulez-vous qu'on arrive à mettre en place des salaires corrects si, en face, on a justement des gros poids lourds européens qui emploient à tour de bras, cassent les prix, etc. Donc là, c'est un cercle vicieux et on tire pas du tout les salaires par le haut, c'est une hérésie. On a le même problème d'ailleurs par rapport aux vêtements recyclés, parce que ces fameuses grandes marques, du coup, à cause des reportages qu'il y a commencé à y avoir sur la pollution, etc., je sais pas si vous avez remarqué, on commençait à mettre en place chez eux des boîtes, justement, pour récupérer leurs vêtements, en disant, voilà, donnez-nous vos vêtements, comme ça vous aurez, malin, un bon d'achat pour en racheter d'autres chez nous, mais on va les recycler. Alors il se trouve en fait que ça, encore une fois, l'histoire de greenwasher un petit peu tout ça, puisqu'en fait il y a un très très petit pourcentage des fibres qui sont réellement recyclées pour refaire un t-shirt, parce que ça coûte très cher, parce qu'on n'a pas la technologie, parce que la plupart des vêtements sont des fibres mélangées, donc par exemple du coton et du polyester, ça c'est très difficile de séparer les deux. Et en fait les vêtements qu'on donne dans ces boîtes-là sont d'abord quand même donné à des ventes de charité, etc. Mais en fait, il y a un tout petit pourcentage de ces vêtements qui arrivent à être revendus parce que c'est tellement de la mauvaise qualité que même dans les magasins de seconde main, ça ne se vend pas. Et il y a une grosse partie qui, en fait, repart dans les pays en développement, en Afrique, en Haïti, etc., qui sont vendus à nouveau, pas donnés, vendus sur les marchés pour justement des gens qui ont encore moins de pouvoir d'achat que dans les pays occidentaux et qui du coup détruisent toute possibilité d'émergence d'artisanat textile valorisant et avec des bons salaires et des bonnes conditions écologiques, puisque leur marché est inondé de vêtements comme ça de seconde main qui coûtent rien du tout. Et d'ailleurs, la plupart, c'est tellement de la mauvaise qualité que même une fois revendus comme ça sur les marchés, ils finissent la plupart du temps sur les décharges où ils sont soit brûlés, soit ils restent là, sachant qu'ils sont là pour à peu près 200 bonnes années, grosso modo, et que comme avec la fast fashion, on s'est mis aussi à énormément utiliser des fibres synthétiques, donc tout ce qui est polyester, c'est du plastique, hein, du dérivé de pétrole, etc., et que du coup, c'est absolument pas gérable au niveau des écosystèmes, hein, ça finit en microplastique un petit peu partout.
C'est assez catastrophique. Donc même les boîtes de recyclage, donc tant que les magasins et même les relais, faut faire attention, c'est la même chose en fait. Il y a une partie qui effectivement va être récupérée par les Emmaüs, les choses comme ça, les ressourceries et qui sera revendue, mais il y en a aussi une très grande partie qui repart et qui refait un voyage, donc qui en plus qui recoûte du transport pour être vendue et non pas donnée dans les pays en développement. Donc encore une fois, quand vous jetez, c'est déjà bien beaucoup de mettre ça dans des relais ou des choses pour donner effectivement à des œuvres de charité, mais sachez que tout n'ira pas à ce type de vente-là, qu'il y aura une partie qui va être détruite de façon traditionnelle et que du coup, il faut réfléchir vraiment à 2 fois avant de jeter et donc avant d'acheter son vêtement, quoi. C'est un peu le problème. Et surtout, avant d'acheter du vêtement neuf, parce qu'en fait, on produit déjà tellement qu'il y a largement de quoi habiller tout le monde actuellement sans produire du neuf, quoi. Donc il faut vraiment y réfléchir énormément, quoi. Voilà. Donc c'était un peu, pas mon coup de gueule, mais mon alerte sur cette question-là, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel, en fait, on peut agir tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles c'est compliqué, qu'il faut réfléchir à oui, je veux faire ça, mais du coup ça a un impact négatif, etc. aussi. Le vêtement, surtout dans cette période de confinement, j'ai envie de vous dire, refouillez dans votre garde-robe, dites-vous, tiens, ce truc que j'ai pas porté pendant longtemps, il y a peut-être moyen que, je sais pas, je l'apporte à une couturière pour le faire modifier, le remettre à ma taille, si ça vaut vraiment le coup. Et puis quand les magasins seront réouverts, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau short avec un Pikachu dessus ? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou est-ce que c'est juste un effet de mode ? Mais quel mépris pour les gens qui aiment les Pikachu sur les shorts. Pas du tout, justement. Alors que les shorts, c'est super, ça nous garde les genoux au frais. Tout à fait. Mais est-ce que tu n'as pas un vieux jean que tu peux transformer en short, tu vois ? C'est l'idée. Et le confinement, apprenez à coudre parce que en fait, quand vous apprenez à coudre, vous vous rendez très vite compte que ce qu'on vous vend, ce qu'on vous vend, c'est de la vraie cochonnerie parce que clairement, il y a vraiment pas assez de parties dans le patron pour que ça soit solide, que ça puisse vous aller correctement, etc. Vous aurez une meilleure image de votre corps aussi parce que vous arrêterez de vous dire que vous êtes mal foutu et vous comprendrez qu'en fait c'est juste le vêtement qui est mal foutu. Et puis c'est sympa la couture, ça détend. Voilà. Moi, du coup, je rebondis juste. Il y avait un reportage comme ça, je ne sais plus si c'est sur France 2 ou autre, qui montrait qu'en fait, pareil, les vêtements de luxe, donc Dior et tutti quanti, ils appellent des gens pour détruire les vêtements qui ne sont pas vendus. Mmh. Et là, pour le coup, en les détruisant, quand je te parle de détruire, c'est genre foutre le tissu en lambeaux. C'est pas genre justement du recyclage, c'est foutre le tissu en lambeaux. Et quand j'ai vu ça, mais ça m'a rendu dingue, quoi. Ouais. Mais de façon générale, c'est des économies qui reposent sur le fait que détruire est moins cher. Quoi qu'il arrive, détruire est moins cher. Donc voilà, c'est le stockage, même le stockage, ça coûte de l'argent. Détruire, c'est ce qui coûte le moins cher, donc c'est la solution qui va être le plus souvent employée. Donc les garçons, si vous avez un peu de temps libre devant vous, je vous conseille de vous mettre à la couture. Il y a plein de tutos super faciles maintenant sur internet, plein de patrons super accessibles, donc la prochaine fois, au lieu d'aller acheter un t-shirt, vous avez qu'à prendre un vieux drap et vous faites un t-shirt dedans, je vous garantis que ça sera vachement mieux. Mais d'ailleurs, il y avait Copain du Web qui avait fait 2-3 vlogs. Il s'était fait un pantalon et une veste, je crois. Son pantalon, c'était trop cool. Franchement, c'était trop bien ce qu'il avait fait. Il est vraiment très très doué en couture. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, moi, ça me donne envie. Le souci, c'est que j'ai aucun matos, quoi. C'est pareil, j'ai même pas une épingle, j'ai rien du tout, quoi. Donc il faut que j'ai envie. En vrai, ça m'a donné envie, mais du coup. Alors moi, je me suis fait ma propre couture. Je me suis fait j'ai pris un grand drap blanc et puis je me suis fait donc j'ai fait un trou dedans et puis j'ai fait une capuche aussi avec 2 trous et elle est pointue et blanche aussi la capuche. Et on se retrouve avec des amis et on brûle des croix, c'est vraiment, on s'amuse bien. C'est contemporain, non, c'est sympa. Mais oui, je vois. T'as pas envie de te lancer dans la couture, Bilou? Franchement, c'est bien, mais j'ai vraiment pas le temps, quoi. C'est ça, en fait, il y a aussi une question de temps. Ça fait 1 semaine que j'ai pas joué à un jeu vidéo. Voilà, c'est pour te dire à quel point j'ai pas le temps. Non, mais après, c'est aussi l'occasion de faire travailler des couturières et des couturiers, parce que ça existe toujours. Et en vrai, ça coûte en fait beaucoup moins cher que de se reposer que sur la fast fashion. Vous allez faire chez une couturière une retouche pour un ourlet ou même vous pouvez demander un vêtement. Vous amenez parfois même le tissu que vous avez sélectionné vous-même. C'est tout à fait possible. Et en fait, c'est vachement plus avantageux parce que vous avez un vêtement qui va être vraiment parfaitement à votre taille.
et puis qui va vous durer. Et si jamais vous avez un accro dessus, vous retournez chez le couturier et la couturière et qui vous refait ça. Alors moi j'ai juste une question. Ouais. Parce que je suis d'accord avec toi et tout, mais ce que je me dis c'est aussi d'où vient le tissu. Ouais. Parce que ma mère fait beaucoup de trucs, tu sais, elle fait beaucoup de couture et elle va à Mondial Tissu pour acheter du tissu. Mais je sais pas d'où il vient ce tissu, ça se trouve il est aussi dans des usines aussi pourries, non ? On est d'accord. Comme je disais, le problème de l'industrie textile, c'est qu'il est polluant sur toute la chaîne, donc la fabrication du tissu pose problème aussi, au niveau des teintures, au niveau du gaspillage de l'eau. Le coton, c'est le végétal qui est cultivé avec le plus de pourcentage d'OGM, je crois que 90% du coton est en OGM. C'est des graines qui appartiennent à Monsanto, donc voilà, c'est des pompes à pesticides phénoménales. Ne parlons pas du polyester, donc du plastique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est extrêmement polluant. Donc il y a aussi en fait des problèmes au niveau de la chaîne. Et d'ailleurs, quand on commence à mettre un peu les mains dedans et qu'on compare, quand on a la chance de pouvoir tomber sur des vêtements qui datent du début du 20e, genre même des vêtements des années 50, avant le polyester, etc., qu'on compare l'épaisseur, la façon dont la trame est serrée, etc., on sent que ça n'a rien à voir avec les tissus qu'on achète aujourd'hui, y compris dans les magasins de tissus. Mondial Tissu, tout ça, c'est des grandes chaînes, c'est des tissus où déjà vous avez assez peu de fibres naturelles et où ça reste quand même des choses qui sont fabriquées dans des mauvaises conditions aussi. Alors, il y a quand même des gens qui se remettent à faire des filatures un peu plus respectueuses de l'environnement, des choses à partir de lin par exemple, à partir de chanvre parce que ça pousse bien, notamment en Europe, et c'était des productions qu'on avait avant, qu'on a perdues. Donc il y aurait aussi ça à voir depuis le début. Mais j'ai envie de dire, on va faire un petit pas après l'autre, étant donné que pour l'instant c'est vraiment la fast fashion et les vêtements en eux-mêmes qui posent le plus problème. On peut dire qu'on commence par ça, mais effectivement l'idéal, ça serait aussi d'avoir une fabrication de tissus qui soit à la base beaucoup plus vertueuse, d'où l'intérêt de faire de la réutilisation. Puisque vu que le tissu que vous avez acheté à la base, il a déjà été fait dans des pas trop bonnes conditions, autant le réutiliser le plus de fois possible plutôt que d'en acheter un neuf qui a été reproduit avec ces mauvaises conditions. Mais je suis d'accord avec toi, le problème est sur tout le long de la chaîne et voilà, donc c'est... Ouais, c'était une question, quoi, c'est compliqué quand on est à l'intérieur d'un système qui fonctionne de cette manière, c'est très compliqué, même si on essaye de faire de son mieux. C'est très compliqué d'être vertueux, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais du textile habit, mais en fait, c'est tous les textiles, parce que moi, c'est un truc dont, là, pour le coup, je me rends compte. Tu sais, c'est les draps, ou les draps ou ce genre de choses. Moi, je me souviens, mes parents, ils en ont, du coup, qui datent de, des années 80-70. Et moi, je me rends compte, quand j'ai eu mon dernier lit, que j'ai acheté d'occasion et tout, j'ai dû racheter des draps, etc. Et en fait, là, en 6 mois, ils sont déjà naze, quoi. Mais vraiment naze, hein. Pas juste ils sont un peu abîmés. Non, c'est genre il y a des trous et tout, alors que vraiment je ne fais que dormir dedans, tu vois. et je ne comprends pas comment c'est possible. Et c'est là pour le coup, là je le vois que quand c'est de la merde justement, là pour le coup sur les draps on les voit, je trouve. Bien sûr, c'est pas pour rien que dans les Emmaüs vous avez énormément de draps qui sont comme ils disent des draps de grand-mère, c'est-à-dire que c'est des choses qui des fois ont un siècle, mais c'est des draps qui ont été faits avec un tissage beaucoup plus serré et ils ont pu passer de génération en génération. C'est des choses qu'on offrait notamment avec les trousseaux de jeunes mariés ou des choses comme ça, et c'est extrêmement solide. Alors je ne dirais pas que tout est vertueux chez cette boîte-là et j'ai pas forcément envie de faire de la pub, mais au moins ils ont leurs ateliers en France. Il y a une grosse partie de la production qui est encore faite en France au niveau des draps. C'est l'un Vosges, qui sont dans les Vosges comme le nom l'indique. D'accord. Et qui du coup si tu veux des choses qui durent dans le temps, parce que moi alors c'est ma mamie qui a toujours acheté là-bas et effectivement c'est saleterie tient bien. Donc voilà, pour du neuf en tout cas. Après s'il y a moyen de mettre la main sur des vieux draps en fait qui effectivement sont encore en très bon état, c'est encore le mieux aussi, quoi. Mais effectivement, voilà, c'est tous les types de textiles, bien évidemment, que ce soit le truc qui recouvre ton canapé, que tes draps, que tes vêtements, c'est le problème et surtout, ou même les rideaux, peu importe, quoi. J'irai voir ça. Voilà. J'aurais dû me faire sponsoriser par la Vosges. Pire truc pour faire une chronique. La Vosges, le Netflix du tissu.
Génial. C'est ça. Et bien sur cette invitation à consommer moins, finalement. Oui, en fait, c'est le mot général. Voilà, sur cette consigne simple, finalement, à suivre. Parce que voilà, sortir une machine à coudre et apprendre à coudre, moi, ça me fait peur. Voilà, Non, mais je comprends. c'est un monde à découvrir, forcément. Acheter moins de trucs, je sais faire. Voilà. Ça va, ça me parle. Alors par contre, ça va pas du tout être le mot d'ordre du gouvernement pour les prochains mois. Ils vont pas trop aimer le côté des consommations, mais c'est pas grave. Ne rends pas les choses plus difficiles, Lucie.